Un ultimatum brutal a frappé le Burkina Faso. Céder 60% de son or en 48 heures. Derrière ce chiffre froid, un paradoxe inattendu a émergé. Plus la pression montait, plus la résistance du pays se renforçait. Ibrahim Traoré, à la tête du pays, a refusé de céder à la pression internationale. Pourquoi ce basculement? Est-ce le signe d'un changement radical dans la manière dont l'Afrique se positionne face à la domination économique mondiale? Cette situation pourrait-elle marquer le début d'une nouvelle ère de souveraineté et de défi face aux puissances occidentales? La situation au Burkina Faso est bien plus qu'une simple question d'or ou d'argent. L'ultimatum imposé par les puissances internationales est en réalité une épreuve de force sur la souveraineté d'un pays. Si Ibrahim Traoré accepte de céder, cela signifierait non seulement une perte de ressources, mais aussi une perte d'indépendance économique avec des implications géopolitiques lourdes pour la région. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas juste une question d'équilibre financier, mais aussi de pouvoir régional. Pour Traoré, la réponse à cette crise pourrait redéfinir le rôle du Burkina Faso dans le Sahel et au-delà. La promesse d'un Burkina Faso autonome face aux pressions externes est claire. Il refuse de se soumettre à la logique impérialiste des grandes puissances. Le monde observe attentivement, non seulement pour comprendre les conséquences économiques, mais aussi pour voir si ce petit pays peut, dans un contexte mondial de plus en plus polarisé, renverser la dynamique du pouvoir. Au cœur de cette crise, un moment clé a bouleversé la dynamique du Burkina Faso, la découverte secrète d'un gisement aurifère important, bien avant l'ultimatum des puissances occidentales. Ce détail, qui pourrait sembler insignifiant à première vue, a permis au président Ibrahim Traoré de contrer les pressions immédiates de manière stratégique. En effet, ce gisement, d'abord ignoré par les acteurs étrangers, devient un levier crucial dans la gestion de la crise. Le contexte de cette crise est complexe. Le Burkina Faso, un pays déjà fragilisé par des défis internes, se trouve pris dans un étau entre les exigences du G7, du FMI et les impératifs de survie économique. L'ultimatum des puissances occidentales, qui exige de céder une partie de son or ou de payer une dette massive, est conçu pour forcer une soumission immédiate. Cependant, Traoré et son gouvernement ont rapidement compris que la réaction du pays ne pourrait se limiter à une simple négociation économique. Il s'agissait d'une question bien plus vaste, la souveraineté nationale et la possibilité de redéfinir la place du Burkina Faso dans un monde dominé par des intérêts économiques étrangers. Les mois précédents ont vu des tensions croissantes dans le Sahel, notamment avec la montée en puissance de nouveaux mouvements politiques et militaires. Les sanctions économiques et la pression diplomatique exercée sur le Burkina Faso ont exacerbé la situation, mais c'est précisément ce contexte chaotique qui a conduit à la décision audacieuse de Traoré de répondre par une résistance ferme. Son refus de céder à l'ultimatum n'est pas seulement une déclaration politique. Il s'agit d'un mouvement stratégique fondé sur une lecture nouvelle de la situation géopolitique et des ressources nationales. Ibrahim Traoré, depuis sa prise de pouvoir, a toujours été perçu comme un leader pragmatique et déterminé. Cependant, sa gestion de cette crise met en lumière une facette différente de son leadership, celle d'un stratège capable de prendre des décisions audacieuses sous pression. À peine l'ultimatum reçu, il a convoqué une réunion d'urgence avec ses principaux conseillers militaires et économiques, prenant une décision rapide mais réfléchie: ne pas céder aux exigences extérieures. L'impact immédiat de cette décision fut palpable. Le pays, initialement paralysé par la pression économique et diplomatique, a commencé à se réorganiser autour d'une nouvelle vision de son avenir. Traoré a mobilisé non seulement ses forces armées, mais aussi des experts miniers et des économistes afin de sécuriser les sites aurifères stratégiques et de réduire la vulnérabilité économique du pays face aux sanctions potentielles.
Cette approche multidimensionnelle a donné un coup de fouet à la cohésion interne, renforçant la légitimité de Traoré en tant que dirigeant capable de prendre des mesures décisives dans des moments de crise. En parallèle, la réaction internationale a été contrastée. Tandis que certains observateurs externes pensaient que la résistance du Burkina Faso conduirait à une isolation économique, d'autres ont vu en Traoré un modèle de défi face à la pression impérialiste. À l'intérieur du pays, la décision de ne pas se soumettre a généré un fort soutien populaire, renforçant l'idée d'une résistance nationale face aux influences étrangères. Ce soutien fut renforcé par l'activation de nouvelles stratégies internes visant à maximiser l'autosuffisance et à protéger les ressources naturelles du pays. La crise du Burkina Faso a démarré avec l'annonce d'un ultimatum imposé par les puissances occidentales: céder 70% des réserves d'or du pays ou accepter des sanctions sévères. Dès la réception du message, Ibrahim Traoré a convoqué une réunion d'urgence avec ses conseillers. Les discussions ont été tendues, mais une décision claire a rapidement émergé: refuser l'ultimatum et protéger les ressources du pays. Cette réponse, loin d'être impulsive, a été le fruit d'une analyse stratégique approfondie, où chaque étape a été minutieusement planifiée. Le premier geste a été la sécurisation des zones aurifères clés avec l'aide de l'armée et des autorités locales. Bien que cette décision ait été prise dans un contexte de forte pression internationale, Traoré a décidé de ne pas se laisser intimider. Le gouvernement a mis en place une série de mesures pour éviter l'ingérence étrangère, notamment en renforçant la surveillance des sites miniers et en contrôlant plus étroitement les flux économiques liés à l'exploitation de l'or. Le déploiement rapide des forces armées a permis de garantir la sécurité des zones stratégiques, ce qui a eu pour effet immédiat de perturber les opérations des entreprises minières étrangères opérant dans la région. En parallèle, Traoré a activé un processus de réorganisation interne pour mieux gérer les ressources financières du pays. Le gouvernement a pris des mesures pour réduire la dépendance aux acteurs étrangers en réorientant les revenus miniers vers un fonds national. Ce fonds était destiné à soutenir le développement d'infrastructures et à financer des projets nationaux, réduisant ainsi la vulnérabilité du pays face aux fluctuations externes. Cette politique a permis de rétablir une forme d'autonomie économique en dépit des pressions internationales. Dans les heures qui ont suivi cette décision, les tensions ont monté. Les gouvernements occidentaux, mécontents du refus du Burkina Faso, ont intensifié les sanctions économiques, ciblant notamment les secteurs clés de l'économie nationale. Mais à l'intérieur du pays, les premières réactions ont été positives. Les travailleurs miniers, bien qu'inquiets au début, ont vu dans cette résistance une opportunité de défendre leurs droits et d'assurer que les bénéfices de l'exploitation de l'or restent sur le territoire. La stabilité du pays, même face à la pression croissante, a renforcé la position de Traoré, qui a été perçu comme un leader capable de faire face à l'adversité. Le gouvernement a également commencé à renforcer les relations avec d'autres pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger, qui ont vu dans cette résistance un modèle potentiel pour leur propre politique économique et de souveraineté. Cette alliance naissante a renforcé l'idée d'une coopération régionale dans le Sahel, où plusieurs nations partagent les mêmes défis face aux pressions externes et aux ingérences économiques. L'impact de la décision prise par Ibrahim Traoré est mesurable à travers plusieurs indicateurs clés qui témoignent de l'évolution de la situation économique et géopolitique du Burkina Faso. En premier lieu, la réorganisation des flux financiers, en particulier la réallocation des revenus miniers, a permis au pays de réduire sa dépendance vis-à-vis des acteurs économiques étrangers. Avant la crise, environ 60% des revenus issus de l'exploitation minière étaient dirigés vers des entreprises étrangères, avec peu de bénéfices réinjectés dans l'économie nationale.
Cependant, avec la décision de nationaliser une partie des ressources aurifères, cette dynamique a été inversée. Le premier chiffre clé qui émerge de cette réorganisation est l'augmentation de la part des revenus miniers alloués au Fonds national. Avant la crise, les ressources aurifères n'alimentaient que marginalement les finances publiques. Mais après la prise de contrôle de certaines mines, les autorités burkinabées ont pu rediriger une partie importante de ces revenus pour financer des projets internes, notamment dans les secteurs de l'infrastructure et de l'agriculture. Cette réallocation a permis d'augmenter la capacité d'investissement local, réduisant ainsi la dépendance aux capitaux étrangers et créant un cercle vertueux de croissance économique. Un autre indicateur clé a été la sécurisation des zones minières stratégiques. Les forces armées ont déployé des unités spécialisées pour protéger les sites aurifères contre toute tentative d'ingérence extérieure. Ce déploiement a été accompagné d'une surveillance accrue par des technologies modernes, telles que des drones et des caméras de surveillance, permettant de sécuriser les sites sans recourir à des méthodes militaires invasives. En conséquence, les perturbations dans l'exploitation des mines ont été limitées, ce qui a permis de maintenir une production stable malgré la pression externe. Enfin, les images satellitaires et les rapports des analystes régionaux ont révélé des signes d'une gestion plus efficiente des ressources, avec une amélioration de la productivité dans les mines contrôlées par l'État. Ces zones, autrefois sous la gestion d'entreprises étrangères, ont vu une augmentation de la production, renforcée par des investissements dans des équipements de meilleure qualité. Cela témoigne de l'efficacité du contrôle national et de l'impact de la politique de souveraineté mise en place par Ibrahim Traoré. Lorsque l'on analyse la stratégie de résistance d'Ibrahim Traoré face à l'ultimatum, deux arguments principaux émergent pour défendre cette approche. D'une part, il existe un argument économique qui stipule qu'un pays sous pression économique, notamment par des sanctions internationales, devrait chercher à minimiser les conflits et à négocier pour protéger ses intérêts financiers. Selon cette perspective, la nationalisation des mines d'or et la sécurisation des ressources naturelles risquaient de perturber davantage l'économie nationale et d'aggraver l'isolement du Burkina Faso. En refusant de céder, le pays risquait de subir une contraction brutale de ses marges de manœuvre économiques, une perte de partenariats avec les puissances occidentales et une altération de ses relations commerciales internationales. Les analystes économiques auraient conseillé à Traoré de chercher à limiter les pertes à court terme, tout en tentant de trouver une solution diplomatique pour éviter une confrontation frontale. D'autre part, un argument géopolitique plus large soutient que la décision de Traoré pourrait déclencher un déséquilibre durable avec les puissances occidentales présentes dans la région. Dans cette perspective, l'option la plus pragmatique aurait été de maintenir des relations cordiales avec les pays du G7 et le FMI, tout en négociant des aménagements dans le cadre de l'ultimatum. Ce point de vue souligne que les sanctions économiques et diplomatiques, bien que sévères, n'auraient pas été une condamnation automatique à l'isolement pour le Burkina Faso. Une politique plus graduée, combinée à une forme de compromis, aurait permis de réduire les risques d'un affrontement frontal tout en préservant une part de souveraineté sur les ressources nationales. Cependant, la décision d'Ibrahim Traoré ne se base pas uniquement sur une analyse à court terme des risques et des avantages. Il a pris en compte la dynamique géopolitique régionale et la possibilité de redéfinir le rapport de force dans le Sahel. En refusant de céder, il a envoyé un message fort, non seulement aux puissances occidentales, mais aussi aux pays voisins, montrant qu'il est possible de défier les pressions internationales tout en préservant les intérêts nationaux. Cette résistance pourrait bien inspirer d'autres nations africaines confrontées à des pressions similaires,
redéfinissant ainsi les relations entre les pays du Sahel et le reste du monde. À ce stade, un fait décisif a émergé, redéfinissant la trajectoire de cette crise, la découverte d'un gisement aurifère stratégique auparavant inconnu des puissances occidentales. Ce détail, bien que discret, a eu un impact majeur sur la réponse du Burkina Faso face à l'ultimatum. Plutôt que de se soumettre, Ibrahim Traoré a vu dans cette ressource non seulement une opportunité économique, mais un levier stratégique pour renforcer la position du pays dans la négociation. La maîtrise de ce gisement est devenue un atout majeur, qui a permis de sécuriser une partie des revenus miniers et de les réorienter vers des investissements internes. La découverte du gisement a également permis au Burkina Faso de réduire sa dépendance aux entreprises étrangères en charge de l'exploitation des ressources. Cette nouvelle dynamique a renforcé l'idée d'une souveraineté économique retrouvée, tout en perturbant les plans des puissances internationales qui pensaient pouvoir imposer leur volonté. À ce moment de la crise, la bataille pour les ressources et la souveraineté du Burkina Faso se jouait sur un autre terrain, celui de l'accès à des informations stratégiques et de la gestion des ressources naturelles. L'impact de la décision d'Ibrahim Traoré se mesure concrètement dans plusieurs domaines clés. Tout d'abord, la décision de ne pas céder face aux pressions externes a permis au Burkina Faso de redéfinir son rapport aux ressources naturelles. Le contrôle accru des mines d'or et la sécurisation des zones stratégiques ont permis de renforcer l'autonomie économique du pays. Avant la crise, environ 60% des revenus miniers étaient destinés à des entreprises étrangères, mais avec la nationalisation partielle des mines et la mise en place de contrôles internes, une grande partie de ces revenus a été réorientée vers un fonds national. Cela a permis de réduire la dépendance financière du pays et d'investir dans des projets locaux, notamment dans l'infrastructure et l'agriculture, qui bénéficient directement aux populations burkinabées. En termes de sécurité, la mise en place de forces armées pour sécuriser les sites aurifères a permis de garantir une stabilité relative dans les régions minières. Contrairement à ce qui était prévu par les observateurs étrangers, il n'y a pas eu de sabotage majeur ou d'interférence extérieure significative grâce à la stratégie de protection des ressources. Cela a également permis de maintenir une production stable malgré les tensions diplomatiques et économiques croissantes. D'un point de vue géopolitique, la réaction du Burkina Faso a eu des répercussions dans la région du Sahel. Les autres pays de la région, comme le Mali et le Niger, ont observé attentivement la gestion de cette crise. En refusant de céder, le Burkina Faso a envoyé un message clair aux autres nations de la région. Il est possible de résister aux pressions extérieures et de maintenir une certaine forme d'autonomie économique. Ce modèle de résistance pourrait inspirer d'autres pays du Sahel confrontés à des défis similaires, en montrant qu'une réponse coordonnée et stratégique peut changer le rapport de force régional. Enfin, sur le plan diplomatique, bien que les relations avec les puissances occidentales se soient tendues, le Burkina Faso a renforcé ses relations avec d'autres partenaires non occidentaux. Les liens avec la Russie, l'Iran et le Venezuela ont permis au pays d'élargir ses horizons économiques et diplomatiques, réduisant ainsi sa dépendance aux puissances traditionnelles. Ce changement a contribué à remodeler les alliances diplomatiques et à rendre le pays plus résilient face aux pressions extérieures. L'avenir du Burkina Faso après cette crise peut être envisagé à travers trois scénarios distincts, chacun d'eux dépendant de facteurs économiques et géopolitiques clés. Ces scénarios, tout en restant hypothétiques, offrent une vision de ce que pourrait devenir le pays dans les mois à venir, en fonction des choix faits par le gouvernement et des pressions extérieures. Dans un premier scénario, celui d'une stabilisation sous tension, le Burkina Faso réussit à maintenir une position de résistance face aux pressions internationales,
tout en évitant un effondrement économique. Les, san- les sanctions économiques continuent d'affecter le pays, mais la réorganisation interne des ressources et la sécurisation des zones minières permettent de limiter les effets négatifs. Le pays continue de se replier sur lui-même, développant des partenariats avec des pays non occidentaux, notamment dans la région du Sahel. Cependant, l'absence de compromis avec les puissances occidentales maintient une tension diplomatique qui pourrait rendre la situation instable à long terme. Ce scénario de résistance modérée permettrait à Traoré de préserver son pouvoir tout en gardant une certaine autonomie, mais la stabilité resterait fragile et dépendante des évolutions diplomatiques. Dans un deuxième scénario, que l'on peut qualifier de consolidation et d'expansion, le Burkina Faso pourrait tirer parti des pressions internationales pour renforcer sa position géopolitique et économique. La coopération avec d'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, se renforcerait, créant une zone d'influence plus large et plus cohérente. Le contrôle des ressources naturelles, combiné à une gestion plus efficace des revenus miniers, permettrait au pays d'investir davantage dans son infrastructure et ses capacités industrielles, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des acteurs étrangers. Cette trajectoire pourrait ouvrir la voie à une croissance soutenue, bien que le pays doive continuer à naviguer prudemment dans un environnement international tendu. En renforçant sa souveraineté économique, le Burkina Faso pourrait se positionner comme un acteur clé dans le Sahel, capable de challenger les puissances traditionnelles. Enfin, un troisième scénario repose sur une logique d'escalade et de perturbation. Dans cette hypothèse, les pressions extérieures se durcissent et le Burkina Faso se retrouve dans une confrontation directe avec les puissances occidentales. Les sanctions économiques et diplomatiques se multiplient et la capacité du pays à maintenir son modèle de résistance est mise à l'épreuve. Les entreprises minières étrangères retirent leurs investissements, aggravant la crise économique intérieure. Toutefois, si le gouvernement réussit à maintenir le contrôle sur les ressources et à diversifier ses partenariats, notamment avec des pays comme la Chine, la Russie ou l'Iran, il pourrait éviter un effondrement total. Cependant, les tensions sociales pourraient augmenter et le pays pourrait se retrouver dans une situation de crise prolongée, rendant l'avenir incertain. Chaque scénario présente des avantages et des défis, mais tous dépendent de la capacité du Burkina Faso à maintenir une politique de résistance tout en gérant les pressions internes et externes. L'évolution de la situation dans les mois à venir dépendra des choix géopolitiques, des dynamiques régionales et de la capacité du gouvernement à maintenir la cohésion interne tout en négociant son avenir sur la scène internationale. La situation actuelle du Burkina Faso soulève des questions cruciales qui résonnent au-delà de ses frontières. Pour les nations africaines, cette crise est un test décisif. Jusqu'où peut-on aller pour défendre la souveraineté face aux pressions extérieures? Pour les populations des pays voisins, le modèle du Burkina Faso pourrait-il devenir un modèle d'action? Alors que de plus en plus de pays du Sahel font face à des défis similaires en matière de pression géopolitique et économique, la manière dont Ibrahim Traoré a réagi à cette crise pourrait inspirer de nouvelles dynamiques régionales. Au sein de la population burkinabé, l'impact de cette résistance ne se limite pas à la politique nationale. La volonté de défendre les ressources naturelles et de refuser toute forme de soumission étrangère résonnent profondément dans les esprits. Les travailleurs des mines, qui ont longtemps été sous l'influence d'entreprises étrangères, commencent à percevoir cette résistance comme une occasion de reprendre le contrôle sur leurs ressources et de bénéficier directement des fruits de l'exploitation minière. Pour eux, cette crise pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre dans leur relation avec l'État et l'économie nationale.
D'un point de vue plus global, cette situation interroge les autres pays en développement sur la manière dont ils pourraient réagir face à des pressions similaires. Si un pays comme le Burkina Faso peut résister aux tentatives de soumission, cela pourrait encourager d'autres nations à repenser leur stratégie face aux influences extérieures. Il s'agit d'une leçon de souveraineté et de résilience, mais aussi de solidarité régionale, montrant que les nations africaines pourraient trouver dans leurs propres ressources, qu'elles soient humaines ou naturelles, une base solide pour résister aux pressions internationales. Pour que le Burkina Faso consolide les gains réalisés et assure un avenir stable et autonome, un plan en plusieurs étapes doit être mis en place. Voici les principales actions nécessaires pour renforcer la souveraineté économique et garantir la résilience du pays face aux pressions externes. Il est d'abord essentiel d'assurer une sécurisation durable des infrastructures critiques. Les zones minières doivent continuer à être protégées de manière efficace, non seulement par des forces armées, mais aussi par des systèmes technologiques avancés pour prévenir les sabotages et les ingérences extérieures. Un suivi régulier des sites miniers est essentiel pour garantir la stabilité des opérations. Une autre priorité consiste à diversifier les chaînes de transformation. Le pays doit réduire sa dépendance aux circuits d'exploitation étrangers en développant ses propres capacités de transformation des minerais. L'installation d'usines de traitement localisées et la coopération avec des partenaires non occidentaux sont des priorités pour assurer que le pays bénéficie pleinement de ses ressources naturelles. Il est tout aussi crucial de renforcer l'autonomie financière. Les revenus tirés des mines doivent être intégralement réinvestis dans l'économie nationale, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des infrastructures. Un fonds national de développement alimenté par ces revenus doit être mis en place pour financer des projets d'envergure. Enfin, la consolidation des alliances régionales représente un axe stratégique majeur. Le Burkina Faso doit renforcer ses partenariats avec les pays voisins du Sahel, en particulier le Mali et le Niger, pour construire une coopération économique et sécuritaire plus solide. Ces alliances permettent de mutualiser les ressources et de créer un front uni face aux pressions extérieures. En mettant en œuvre ces actions, le Burkina Faso pourrait non seulement sécuriser son avenir économique, mais aussi établir un modèle de souveraineté régionale qui pourrait inspirer d'autres pays du continent. Retour au moment clé de cette crise lorsque l'ultimatum a frappé le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, face à cette pression inédite, a choisi de ne pas se soumettre, mais de transformer la crise en opportunité. Ce choix n'était pas seulement politique, il était profondément stratégique, visant à garantir la souveraineté du pays. En sécurisant les ressources aurifères et en redéfinissant les flux économiques, Traoré a montré que la résistance n'était pas une simple réaction impulsive, mais un mouvement réfléchi pour redéfinir le futur du Burkina Faso. Ce moment, où un petit pays a défié les plus grandes puissances mondiales, reste un symbole de détermination, mais aussi de possibilité. La question demeure: si un tel défi a pu être relevé avec succès, d'autres nations africaines peuvent-elles, à leur tour, tracer leur propre chemin vers l'autonomie? Alors que le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif, cette crise soulève des questions qui concernent bien au-delà de ses frontières. Comment les autres pays du Sahel et d'Afrique peuvent-ils s'inspirer de cette résistance? Quelle place pour la souveraineté économique dans un monde globalisé où les pressions externes sont omniprésentes? Eh oui. Partagez vos réflexions sur cette dynamique en évolution et suivez les prochaines étapes du Burkina Faso dans sa quête de souveraineté. Votre avis compte dans ce débat essentiel pour l'avenir du continent. Engageons la conversation, réfléchissons ensemble aux défis et aux opportunités pour les nations africaines.